Sur votre continent? Oui, c'est vrai, c'est un coup dur, très même dur, je dirais, pour notre continent, malheureusement. Mais c'est des situations qui sont un peu le corollaire un peu de ce qui se passe dans ces pays. D'abord, le Mali, vous savez, le Mali vivait et vit d'ailleurs encore jusqu'à présent une situation depuis pratiquement une décennie. Donc c'est le résultat un peu d'une certaine gestion de la situation du Mali. En Guinée-Bissau aussi, c'est des problèmes liés à... C'est pour des raisons différentes, et on parle une situation assez difficile, oui. Une situation assez difficile dans le pays, liée peut-être, ou en grande partie au trafic de drogue, certaines pratiques illégales. Bruno Darou, est-ce que vous demandez, Monsieur le Président, concernant la Guinée-Bissau, le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau le plus vite possible? Bon, nous ne pouvons que demander le retour à l'ordre constitutionnel dans tous ces pays. Mais le problème, il faudrait qu'il y ait un accompagnement de ces pays. Il ne suffit pas de revenir pour une fois, pour une énième fois à l'ordre constitutionnel, mais il faudrait essayer de trouver le mal et les maux d'ailleurs dont souffrent ces pays pour essayer de les résoudre. Parce qu'un ordre constitutionnel qu'on ramène un pouvoir démocratique élu dans un environnement qui ne résout pas forcément le problème. Mais il faudrait traiter quand même le problème de manière assez profonde. Mais la junte, d'ailleurs, en Guinée-Bissau, propose, elle, un gouvernement d'union nationale avec l'opposition, en se réservant pour elle-même les ministères de l'Intérieur et de la Défense. Ça vous paraît une alternative crédible? Vous savez, il y aura toujours des propositions. Juste après des coups d'État, il y a toujours des propositions. Mais il faudrait qu'il y ait des solutions définitives à ce problème. Le problème de la Guinée-Bissau, c'est d'abord il y a eu l'assassinat du président, il y a cela 2 ou 2 ans, l'assassinat du président, du chef d'état-major, et puis il y a eu un président qui a été élu de manière démocratique et transparente, et qui n'a pas réglé les problèmes. Il y a un problème de fond dans ces pays. Donc il faudrait qu'il y ait des solutions profondes. Il faudrait que le problème soit étudié de manière globale, et non pas seulement le volet institutionnel. Donc il faudrait voir les causes de ces coups d'État qui arrivent souvent à ces pays. On va parler tout à l'heure de la situation politique dans votre pays en Mauritanie. Je rappelle en 2 mots, la Mauritanie était colonie française jusqu'en 1960, 1 km², environ 3 300 000 habitants. C'est un pays pauvre, avec quelques richesses, du minerai de fer en particulier, de l'or, la pêche aussi, très importante dans votre pays, et pour l'instant, une production de pétrole relativement faible. Mais d'abord, donc, si vous le voulez bien, cette situation dans la région Sahara-Sahel, Monsieur le Président, comment analysez-vous ce qui s'est passé dans le pays voisin, le Mali? Il y a eu cette rébellion Touareg, une avancée très rapide des groupes liés à Al-Qaïda, et aujourd'hui un Mali coupé en 2. Quelle est votre analyse de ce qui se passe dans votre pays, dans ce pays voisin? Au niveau du Mali, il y a une superposition de problèmes. Il y a un problème qu'on appelle le problème du nord du Mali, de la gestion politique de la partie nord du Mali, qui date pratiquement d'un demi-siècle, qui a commencé depuis les années 63, juste après l'indépendance. Et c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Il y a eu plusieurs accords, il y a une succession d'accords qui n'ont pas réglé définitivement ce problème. Qui n'ont pas été respectés et qui n'ont jamais réglé le problème définitivement. Donc il ressurgissait pratiquement tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il ressurgissait. Et ensuite, attendez que je termine. Et ensuite, il y a eu le problème du terrorisme qui est venu se greffer à ce problème. Bon, le premier problème, c'était des citoyens du nord du Mali qui revendiquaient, disent-ils, bon, ils revendiquent l'eau, l'électricité, le bien-être, ils revendiquaient certains droits dont ils estiment ne pas bénéficier. Donc, et ça a créé une situation. Donc, mais dernièrement, depuis pratiquement une décennie, il y a eu des terroristes qui sont installés au nord du Mali, et il y a aussi le fait que le pouvoir central du Mali a délaissé complètement le nord du Mali. Le Mali depuis 10 ans, n'avait aucune autorité sur la partie nord de son territoire. Vous parlez du président Amadou Touré? Oui, je parle du régime effectivement, c'est lui qui dirigeait le pays depuis 10 ans. Donc cette présence maintenant a développé le terrorisme, a développé tous les trafics, toutes les actions illégales dans cette région. Et cette partie du territoire échappant au pouvoir central a fait qu'il y a énormément de revendications parfois qui sont acceptables du fait que c'est des revendications des populations, des
des revendications identitaires, mais il y a en plus donc, ce terrorisme qui s'est installé et qui ne dérange pas seulement le Mali, qui n'a pas dérangé seulement le Mali, il a dérangé tous les pays voisins, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, et même au-delà les Européens, parce que les victimes des otages, ce sont les Européens. On va parler de tout ça. Isabelle Mandreau. Monsieur le Président, en fait, une étape est en cours pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, mais il reste toujours cette république qui a proclamé son indépendance de l'Azawad. Est-ce que vous acceptez cet état et est-ce que sinon vous envisagez éventuellement une intervention militaire? Je crois que vous avez envisagé cette hypothèse, mais est-ce toujours d'actualité? Est-ce faisable? Est-ce même souhaitable? Écoutez, la Mauritanie n'a jamais envisagé une intervention militaire. La Mauritanie, de par le passé, se protégeait contre les actions de terroristes qui nous venaient du nord du Mali. On n'a jamais envisagé de faire une intervention, mais la Mauritanie étant un pays de l'Union africaine, étant membre de la communauté internationale, nous sommes prêts à agir dans ce cadre. Si besoin, bien sûr, ça faisait sentir. Et puis, ce n'est pas à la Mauritanie d'accepter ou de rejeter la présence de la République au nord du Mali. C'est aux Maliens d'abord de voir leurs problèmes, de traiter leurs problèmes. Nous sommes là, effectivement, c'est un pays frère, voisin, que nous sommes prêts à aider de toute façon. Nous sommes prêts à aider parce que les problèmes qui les touchent nous touchent nous aussi chez nous. Et quelle est la solution que vous imaginez? Une autonomie pour le Nord Mali, une indépendance? Bon, je ne pense pas qu'il faille vraiment avoir dans cette région une république. Je ne pense pas qu'il faille l'avoir. D'accord. Je ne pense pas aussi qu'il est Donc nécessaire. une autonomie dans le cadre de la... Il s'agit d'avoir des problèmes en face. Et les Maliens, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs émissaires maliens qui sont venus me voir à ce sujet, ils doivent avoir des problèmes à leur niveau, essayer de régler les problèmes entre eux. Et nous sommes là pour les aider éventuellement. C'est à eux de choisir s'ils veulent accorder une autonomie interne à la partie nord du Mali. De toute façon, on n'est pas du tout contre, on ne peut pas être contre, parce que c'est le propre des Maliens. Mais vous dites bien autonomie. Oui, mais si les besoins s'en faisaient sentir, et si les Maliens l'acceptaient, et si ça arrangeait aussi les mouvements qui revendiquaient de par le passé l'indépendance. Bruno Darro. Monsieur le Président, les rebelles Touaregs du MNLA qui ont déclaré donc l'indépendance de l'Azawad sont ici, à Nouakchott, ouvertement. Quelles sont aujourd'hui les relations des autorités de votre pays avec ce mouvement? D'abord, je tiens à préciser qu'au nord du Mali, il n'y a pas que les MNLA. Oui. Il n'y a pas que les MNLA. Il y a d'abord la présence des terroristes, qui sont divisés en trois parties. Il y a le groupe qu'on appelle ACMI, qui porte le label ACMI. Il y a deux mouvements d'ailleurs, qui faisaient partie d'ACMI et qui l'ont quitté, c'est le groupe de Mokhtar. Et il y a un troisième mouvement qui paraît-il, va s'occuper de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi le mouvement qui revendique l'autonomie ou l'indépendance du nord du Mali, qu'on appelle Ansar al-Din. Et puis il y a le mouvement national de libération de l'Azawad. Donc ma question était sur vos relations avec ce mouvement, ce dernier mouvement. Nous avons effectivement, ce mouvement est présent à Nouakchott. Certains membres de ce mouvement sont présents à Nouakchott. On les a accueillis en tant que Maliens, et pas en tant que rebelles. Ils ne sont ni armés, ils n'ont pas un bureau officiel en Mauritanie. C'est des réfugiés maliens qui sont là. Ils sont là en tant que réfugiés maliens. Et là, Monsieur le Président... Au même titre que les Maliens d'ailleurs, qui ne sont pas engagés dans le mouvement de rébellion. Monsieur le Président, est-ce que la Mauritanie se sent menacée cependant par ces groupes qui sont liés à Al-Qaïda, avec Ansar al-Din et le Mujaou plus récemment, mais qui se trouvent non loin de vos frontières à Tombouctou par exemple, et vous les connaissez parce que certains d'entre eux ont déjà attaqué le territoire malien. Donc quelle sera à ce moment-là votre réponse? On se sent souvent menacé par ces mouvements qui agissent dans l'illégalité et qui se trouvent d'ailleurs jusqu'à présent au nord du Mali. Nous avions eu à intervenir par le passé pour essayer de pousser plus loin. Vous avez déjà intervenu plusieurs fois, même sur le territoire malien. Oui, on est allé à plusieurs reprises. C'était pour défendre la Mauritanie, pour défendre notre territoire, pour éloigner ces dangers et cette menace. Et vous êtes prêt à faire la même chose à l'avenir? En cas de besoin, on est toujours prêt. Comment on peut résoudre cette crise à long terme? Par la négociation, à nouveau par la guerre? Quel est votre... Bon, moi, je pense qu'avec, pour ce qui est des mouvements, je crois qu'il faudrait bien faire la part des choses. Il y a les Maliens installés au nord du Mali qui revendiquent des droits.
D'accord. On peut discuter avec eux. L'État malien doit pouvoir discuter avec eux. Mais il y a les terroristes. Les terroristes, moi je ne pense pas qu'il faille vraiment discuter avec eux parce que d'abord, c'est des terroristes qui agissent dans l'illégalité et qui n'ont aucune revendication. C'est plutôt l'option, ce serait plutôt une option. Et d'ailleurs, c'est des gens étrangers au Mali. Je ne vois pas comment on peut discuter avec eux. Monsieur le Président, si on ne discute pas avec eux et qu'on va les combattre, vous les combattez seuls, vous les combattez dans le cadre de la CEDEAO, vous appelez l'aide internationale, comment vous allez faire? Vous savez, nous, pour le moment, nous ne les combattons pas, pour le moment. D'accord. Nous n'avons pas engagé nos unités pour les combattre. On réagissait parfois et on les pourchassait pour éloigner ces dangers de notre territoire. Maintenant, si la communauté internationale, ou si le Mali, ou si les pays du champ s'est décidé à les combattre, la Mauritanie fait partie de ce groupe. Les pays du champ, c'est le Niger, c'est le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. C'est le Niger, c'est l'Algérie, c'est la Mauritanie et le Mali. D'accord. Et faudrait-il bien rappeler que ces terroristes se trouvent au nord du Mali et qu'au moment où au départ, il n'était pas très important en effectif, il faisait au total 300, ils avaient un effectif de 300 avec quelques dizaines de véhicules, et maintenant ils ont pratiquement conquis les 65% du territoire malien, ils sont équipés à partir de l'armée malienne, à partir de la logistique de l'armée malienne, et ils ont maintenant toute la logique de l'équité et de s'équiper. Avant, ils se ravitaillaient par une petite quantité de carburant au niveau de quelques fuites de carburant, maintenant ils se ravitaillent par citerne. Donc les problèmes de logistique ne se posent plus à beaucoup. Et les États qui vont les combattre auront devant eux pratiquement une armée. Et un pays d'ailleurs. Ils disposent d'un territoire, ils disposent de leurs moyens. Alors face à une armée, vous pouvez vous en sortir tout seul ou vous avez besoin de l'aide? Écoutez, nous on n'est pas confrontés à eux maintenant. Nous sommes chez nous, nous défendons notre pays, nous sommes prêts à défendre notre pays, quitte à aller au-delà de nos frontières. Maintenant, si la communauté internationale ou les pays du champ jugent qu'il est nécessaire, et nous le pensons, qu'ils doivent combattre ces terroristes, les éloigner, et éloigner ces dangers de toute la région, qui ne menacent pas seulement la Mauritanie, ils menacent l'Algérie, ils menacent le Niger, ils menacent le Mali, qu'ils ont occupé d'ailleurs, et même ils menacent les Européens aussi. Est-ce que justement dans cette lutte... Il y a au moins une douzaine d'Européens qui sont là-bas pris en otage. Donc la communauté doit agir. Je vous entends entre les lignes. Les Européens aussi devraient intervenir peut-être sur le terrain plus qu'ils ne le font déjà aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des soldats français, des soldats américains. Plus qu'ils ne le font et dans le bon sens. C'est-à-dire éviter désormais à l'avenir de payer les rançons. Parce que ces rançons, c'est vrai, je ne dirais pas aux Européens de ne pas essayer de sauver des vies humaines, ce n'est pas à dire, ce n'est pas à faire, mais ils doivent quand même savoir qu'à chaque fois qu'ils payent une rançon, qu'une rançon est payée, ça permet aux terroristes de s'équiper davantage, de recruter plus de personnel, et puis encore de prendre d'autres otages. Donc on n'est pas sorti d'affaire. Ils ne payent pas de rançon, donc... Et ils le disent. De toute façon, nous avons vu des millions d'euros. Je sais que les Maliens n'ont pas des millions d'euros, mais il y a encore des Mauritaniens et des Nigériens à payer pour libérer les Européens. Isabelle Mandreau. La Mauritanie accueille déjà des instructeurs français et depuis peu, je crois, quelques instructeurs américains. Qu'attendez-vous? Est-ce que vous attendez une aide plus importante de la part de la France et éventuellement des États-Unis? Et quelle sorte d'aide? Oui, effectivement, nous avons une très bonne coopération avec la France et avec les États-Unis et même avec l'Angleterre, le Royaume-Uni. Sur le plan formation, sur le plan soutien à la ressource humaine militaire de notre pays. Mais nous n'attendons pas aussi ces aides ni ces soutiens pour combattre ces fléaux. Nous comptons sur nos propres moyens. Nous agissons au besoin à chaque fois qu'il est nécessaire. Et nous sommes effectivement l'un des pays de la région, donc nous sommes confrontés à nos difficultés, et particulièrement cette année dans les problèmes de sécheresse. Mais cela n'empêche pas quand même qu'on sacrifie, qu'on fait les sacrifices nécessaires. Monsieur le Président, pour nous équiper et pour lutter contre ce phénomène. Vous apparaissez comme le plus petit pays, sauf le respect qu'on doit à la Mauritanie, dans les pays du champ, et vous êtes celui qui fait le plus. Est-ce que vous ne trouvez pas que, par exemple, l'Algérie, pour ne citer que ce pays-là, devrait en faire un petit peu plus? C'est aussi le problème de l'Algérie. Je n'ai pas bien saisi votre question. Vous dites que nous apparaissons comme les plus petits et
Non, mais vous avez une armée qui est beaucoup plus petite, pour préciser les choses, que l'armée algérienne. Oui, bon, oui, comparé à l'Algérie, effectivement, mais comparé aux États-Unis, notre armée n'est pas une c'est pas ça que je voulais dire. Il n'est pas petit aussi. C'est pas ça que je voulais dire. Si le fusil on fait 1 million de kilomètres carrés, si le plan militaire aussi, notre armée est assez consistante, c'est-à-dire que toute proportion gardée, notre armée n'est pas petite. Notre pays aussi n'est pas petit. Votre armée en fait beaucoup, alors est-ce que la grande armée algérienne, qui est beaucoup plus grande que la vôtre, en fait assez? Mais je pense que c'est une vision. Les Algériens ont leur propre vision, les Mauritaniens ont leur propre vision. Est-ce que vous souhaiteriez, Monsieur le Président, que les Algériens, quand même, dans cette lutte contre le terrorisme, en fassent un peu plus? De toute façon, nous le souhaitons, nous avons d'ailleurs souvent demandé, mais ils ont leur vision, nous aussi nous avons la nôtre. Nous travaillons dans un cadre aussi, régional, nous agissons dans un cadre régional. On s'interrompt 2 minutes pour laisser passer une page d'info, on se retrouve dans 2 minutes.